Salut, c'est Rose. Vous écoutez Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Si vous êtes ici, c'est sans doute que vous vous souciez, de près ou de loin, des animaux autres qu'humains. Si je suis ici, c'est que j'aimerais que les voix qui se racontent à ce micro vous touchent. Si elle est ici, c'est que le combat pour les autres animaux, c'est celui de sa vie. Et elle ne rate pas une occasion pour porter leur voix. Sandra Krief est mon invitée pour cet épisode. Elle fait partie de ces personnes admirables qui agissent au quotidien pour que notre société soit plus juste. Sandra nous parle des avancées concrètes qu'elle a obtenues en tant qu'élue à la condition animale à Grenoble. Petit avertissement pour les oreilles les plus sensibles. Il y a un passage un peu difficile quand Sandra nous parle de l'abattoir. C'est assez court, mais je préfère vous prévenir. Alors, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti! Bonjour Sandra Krief. Bonjour Rose. Sandra, vous êtes engagée de longue date dans la lutte pour les droits des animaux, ce qui vous a conduite à être actuellement maire adjointe, mais aussi déléguée à la condition animale à la ville de Grenoble, tout en étant coprésidente du Parti animaliste. Alors, c'est un titre un peu spécial, déléguée à la condition animale. Déjà, est-ce que c'est courant, cette fonction dans la municipalité ? Et peut-être, en quelques mots, nous expliquer ce que ça implique sur une grande ville comme Grenoble ? Eh bien, en effet, Rose, c'est une partie de la politique municipale qui n'existait pas avant le mandat 2020. Ça a été créé dans la plupart des municipalités qui accueillent une ou un délégué à condition animale lors du mandat 2020. C'est une fonction qui a été attribuée suite au soulèvement sociétal, clairement, qui concerne la condition animale en France, au niveau de certains partis, dont le parti animaliste que je représente, et les écologistes aussi, de mairie, municipalité dans laquelle je suis actuellement. C'est une thématique politique qui est complètement nouvelle et qui consiste à prendre en considération tout ce qui peut considérer la condition animale dans le champ politique municipal. Et c'est un travail, une délégation qui est vraiment très transverse, qui touche à plusieurs secteurs de la politique municipale, comme l'alimentation, la santé, l'urbanisme, les espaces verts, etc., etc. D'accord, tout ça c'est inclus dans cette fonction-là. On travaille en étroite collaboration avec tous les autres services pour, par exemple, quand on veut développer de l'alimentation végétale dans les cantines scolaires, on doit travailler main dans la main avec l'élu à l'alimentation et avec les services à l'alimentation, oui. D'accord. C'est déjà un petit peu plus clair, mais c'est vrai que c'est tout nouveau donc. Alors, peut-être maintenant pour parler de ce que vous faites, je voudrais peut-être d'abord qu'on parle des animaux autres qu'humains dans la ville, de leur inclusion possible. Évidemment, quand je parle d'inclusion, je parle d'une tentative de cohabitation pacifiée avec les animaux qui sont déjà présents, pour leur faire de la place. Notamment, je pense en premier lieu aux animaux qu'on appelle liminaires. Peut-être que vous pourriez nous redire en quelques mots ce que c'est des animaux liminaires, peut-être nous parler de ce que vous avez réussi à mettre en place pour les animaux liminaires à Grenoble. Avec plaisir, Rose, parce que c'est une thématique qui me touche vraiment et qui est encore très difficile à faire bouger en politique. Quand on parle d'animaux liminaires, ça dépend en fait de l'endroit dans lequel vous vivez en France. Sur la Côte d'Azur, par exemple, on considérera les mouettes comme des animaux liminaires. À Grenoble, c'est différent. Donc, ça concernera surtout les pigeons, les rats. Dans d'autres communes, ça peut être les renards, les blaireaux, etc. Donc, à Grenoble, c'est typiquement les pigeons et les rats. Mon objectif politique, c'est de les protéger. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques temps en tout cas, aujourd'hui non, c'est plus vrai puisque ça a énormément évolué à Grenoble, ces animaux étaient considérés comme des nuisibles, des animaux à détruire, donc gênants, qui n'ont rien à faire dans le paysage d'une cité. Et mon rôle, en tant qu'élu à la condition animale, c'est avant tout de modifier l'image qu'ont ces êtres vivants qui font partie et feront toujours partie, je l'espère, de la vie de la cité. Qu'on soit dans une grande ville, dans une petite commune ou ailleurs, ces animaux ont toujours existé, existeront toujours. Il faut apprendre à cohabiter avec eux de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire arrêter de les persécuter, arrêter de les tuer,
modifier notre vision et cesser en fait de les détruire, parce que la solution n'est pas la destruction. Si c'était le cas, ça serait efficace. Et quelle tristesse ça serait, ne plus voir aucun pigeon, ne plus voir aucune mouette, ne plus voir aucun rat, mais ça serait une tristesse, donc une ville, une cité qui serait complètement stérile, indemne d'aucune autre espèce vivante que l'être humain, mais quelle catastrophe. Parce que pour moi, ces animaux-là font aussi partie de la biodiversité. Et donc, mon rôle en politique, pour revenir à la question, c'est de trouver des solutions qui permettent de maintenir une harmonie parfaite avec l'être humain. C'est-à-dire éviter les surpopulations des animaux, mais sans utiliser de méthodes létales. Comme par exemple pour les pigeons, pour éviter leur surnombre, on a installé des pigeonniers contraceptifs, ce qui était déjà le cas dans le premier mandat de mon maire Éric Piolle. Donc là, on a continué à les développer. On va installer aussi des distributeurs de graines contraceptives pour essayer de limiter les populations de pigeons. On fait beaucoup de campagnes de communication parce que il faut bien se rappeler qu'avant tout, s'il y a une surpopulation, c'est parce qu'il y a de la nourriture à profusion distribuée par les humains. Donc soit des déchets, soit des comportements compassionnels, certes, mais qui nuisent aux animaux. C'est-à-dire qu'on leur donne à manger, donc ils se reproduisent, donc ils sont nombreux, et les attroupements d'animaux ne plaisent pas à certains. Donc l'objectif, c'est de communiquer le fait que non, la ville de Grenoble ne tue plus ces animaux, qu'il faut apprendre à vivre avec, mais néanmoins, nous avons des devoirs. Le devoir, par exemple, de ne pas laisser de déchets à disposition pour éviter les surpopulations. Donc, responsabiliser les humains. En plus de ça, les gens qui leur donnent à manger ne leur donnent pas forcément des bonnes choses pour eux. Enfin, je veux dire, j'ai l'image des gens qui donnent du pain, des baguettes de pain blanc. Enfin, c'est très mauvais pour les pigeons, les rats aussi, mais c'est souvent des gens qui nourrissent les pigeons. Exactement. L'humain adore parler d'aliments ultra transformés quand il est question d'alimentation végétale, mais le pain, c'est aussi un aliment ultra transformé. Qui est impropre à la consommation pour certains animaux. Et quand on aime les animaux, quand on les respecte, on ne leur donne pas n'importe quoi. Il y a des associations qui s'occupent très très bien de ces animaux-là. On a une association partenaire à Ville de Grenoble, d'ailleurs que je remercie, qui fait un travail exceptionnel au quotidien, qui s'appelle Causa Animalia, qui entretient les pigeonniers contraceptifs avec de la nourriture adaptée. Moi, j'appelle les personnes qui ont envie en fait d'aider ces animaux, de leur donner à manger, qui pensent que sans elles, ces animaux ne survivraient pas. Je les appelle à se rapprocher des associations pour connaître en fait les bonnes méthodes, les bonnes manières. Qu'est-ce qu'il faut faire si j'ai envie d'aider ces animaux-là ? Il y a une nourriture particulière en fonction de chaque espèce et surtout pensez au fait que si vous les nourrissez compulsivement, ça va créer de la surpopulation et cette surpopulation va forcément leur nuire. Donc en fait, j'appelle toutes ces personnes compatissantes et qui sont quand même très proches de ces animaux-là, les animaux liminaires, de se rapprocher des associations pour connaître les bonnes pratiques, pour respecter ces animaux-là dans un cadre qui est complètement différent de celui qu'on imagine. On ne donne pas de pain à un canard, on ne donne pas de pain à un oiseau, ni à un pigeon. Donc rapprochez-vous des spécialistes, c'est comme ça que vous aiderez les animaux liminaires de la ville et ça permettra de changer le regard que la population urbaine porte sur ces animaux-là. Donc pour comprendre très concrètement, si j'ai bien compris, c'est une association qui gère avec la mairie ces pigeonniers contraceptifs. Déjà peut-être comment ça marche un pigeonnier contraceptif, et puis les graines contraceptives dont vous avez parlé, qu'est-ce que c'est ? Alors oui, l'association dont je vous parle, c'est une association avec laquelle la ville de Grenoble a conventionné, donc on a un partenariat, des règles bien établies, et l'association qui est experte sur ces questions-là se charge du nourrissage des animaux, des pigeons, du nettoyage de ces pigeonniers contraceptifs et de l'enlèvement des œufs. Parce qu'un pigeonnier contraceptif, comment ça fonctionne en fait ? L'association se charge pendant de longues semaines d'appâter les animaux, les pigeons, pour leur montrer qu'elles ont un toit disponible. Voilà. Et une fois, par le biais de la nourriture, ça. Et une fois que les animaux se sont installés dans ce pigeonnier, ils y restent, et s'ils sont bien, ils s'y reproduisent. Donc ils pondent des œufs à l'intérieur du pigeonnier. Et l'association a pour but, pour faire fonctionner ce pigeonnier contraceptif, d'enlever certains œufs, pas tous, hein. Donc bien sûr, il faut que les animaux se reproduisent aussi, mais d'enlever certains œufs pour réduire de moitié, par exemple, la naissance des petits pigeons. D'accord, ok. Et les graines qu'elles donnent ?
Donc les graines contraceptives seront installées par un prestataire de service qui est spécialisé dans la question. On a identifié 5 spots sur lesquels les populations de pigeons sont assez importantes. Et puis bien sûr, c'est des endroits où les pigeons sont nourris par des gens. Donc ces graines vont permettre de baisser la fécondité des pigeons sans leur être nocives, bien sûr. Et ce sont des graines qui seront sélectives. C'est-à-dire que uniquement les pigeons seront en capacité de manger ces graines-là et pas les autres oiseaux. Pas les moineaux, par exemple, dont on n'a pas envie qu'il y ait de baisse de population. Pas du tout, voilà. C'est ça, pas du tout. Et alors, vous nous parliez aussi des rats qui sont en fait présents dans pratiquement toutes les villes, en fait, et qui sont effectivement très souvent vus comme des nuisibles. Enfin, personne les aime pratiquement. Alors, quel est votre axe à vous, à Grenoble? Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place? Moi, je suis venue à Paris ce matin pour enregistrer ce super podcast et je suis passée devant un magasin spécialisé dans la destruction des dits nuisibles. J'ai été choquée une fois de plus par le traitement qui est réservé à ces animaux-là en particulier. Derrière la vitrine, en fait, il y avait une dizaine de rats qui étaient empaillés et mis en scène sous différentes formes. D'ailleurs, j'en ai fait un post parce que j'ai été choquée par ce que j'ai vu. Une ironie, un certain dédain. On oublie vite que ce sont des êtres vivants sensibles et conscients. Des animaux qui sont très intelligents. Encore faut-il prouver qu'on est intelligent pour être aimé ou respecté. Pour moi, c'est pas du tout la question. Et bon, c'est des animaux qui ont le droit de vivre comme n'importe quel autre. C'est des animaux dont on a besoin, dont l'équilibre de la nature a besoin. Des animaux qui, à Paris, réussissent à consommer des tonnes de déchets. Donc les rats ont toujours existé et existeront toujours, bon gré ou mal gré, n'en déplaise. Voilà, c'est comme ça. L'image du rat est malheureusement catastrophique depuis l'épisode de la peste au début du XXe siècle et n'a toujours pas évolué malgré le fait qu'on soit déjà en 2025. Mais un certain nombre de municipalités commencent à se soulever, grâce à des élus à la condition animale, à se soulever contre ces pratiques qui sont terribles, qui consistent à donner des produits chimiques. Donc c'est des produits hémorragiques qui sont mis dans des appâts, qui sont consommés par les rats et qui font éclater les organes internes sur plusieurs jours. Donc il faut une moyenne d'environ 3 jours pour que l'animal meure par éclatement des organes internes. Donc c'est une fin terrible, catastrophique. Et comme les rats sont des animaux, comme tous les animaux, très intelligents, en fait, ils s'observent entre eux, ils se voient entre eux, ils se voient mourir, et donc ils ont bien compris que les appâts ne doivent plus être consommés. Donc c'est des méthodes qui ont toujours été inefficaces pour s'emparer de la problématique, de la dite problématique de la surpopulation de rats. Le problème n'est pas du tout là. C'est pas la présence de rats qui est gênante du tout, c'est la présence des déchets. La déresponsabilisation des humains, parce que les villes parfois sont des villes poubelles. Les rats ne sont qu'une conséquence en fait. Les rats sont là parce qu'il y a de la nourriture à disposition. Les rats sont là parce qu'il y a des abris à disposition. Donc charge à nous, élus, municipalités, de faire en sorte que par exemple dans les ensembles d'immeubles, les groupes d'immeubles, les façades des immeubles soient rénovées, qu'il n'y ait pas de possibilité de nichage de ces animaux parce que les bâtiments sont dégradés, qu'il y aurait des trous ou des buissons qui permettraient d'accueillir des colonies de rats. Donc tout ça, c'est un travail avant tout au quotidien, une action municipale qui est possible par le biais de la rénovation des bâtiments, par le biais de la communication sur les déchets et par le biais d'installations, par exemple, de poubelles qui empêcheraient les rats de venir grignoter les sachets. Et aussi un gros travail de communication et de proximité. Voilà, rappeler aux gens que les rats ne sont pas des nuisibles, les rats ne sont pas des monstres, nous avons même besoin des rats. Les rats ne sont pas plus vecteurs de maladies qu'un autre animal, par exemple un chien ou un cheval. La leptospirose, maladie à laquelle on pense en premier pour les rats, déjà elle se soigne. Tous les éboueurs sont vaccinés contre la leptospirose. Et en plus, elle est extrêmement rare. Il faut baigner dans l'urine de rat ou il faut avoir été mordu par un rat pour éventuellement l'attraper, ce qui reste vraiment exceptionnel. Elle est aussi transmise par les chevaux, par les vaches, par les chiens, cette maladie. Donc en fait, moi, je voudrais qu'on arrête de... C'est pour ça que je fais de la politique aussi, ce animal nuisible bashing qui est complètement non fondé. Le rat est une espèce vraiment à réhabiliter et on y travaille tous ensemble, tous les élus à condition animale. Il n'existe pas de graines contraceptives pour les rats, justement, ou peut-être pas encore ?
Alors, je sais qu'à New York, ils ont fait une expérimentation. J'ai essayé de rentrer en contact avec la municipalité en vain, avec les entreprises qui distribuent ces contraceptifs. C'est très compliqué aussi. Et je pense que de toute façon, le produit ne serait pas autorisé en France. Donc à ce jour, non, il n'existe à part les méthodes non létales qui sont utilisées, c'est-à-dire réduction des déchets drastique et rénovation des bâtiments. Pour baisser la population de rats, il n'y a pas de méthode efficace. En fait, il faut prendre la problématique à la racine, qui est le comportement humain, avant tout. Alors, on parle des animaux liminaires, des rats, des pigeons. Il y a aussi, alors je ne sais pas si on pourrait dire animaux liminaires, je pense aux chats qui sont souvent, d'ailleurs on avait reçu dans un des épisodes de Pouls Sentimental une personne qui s'occupe d'une association pour les chats des rues, voilà. C'est assez difficile d'ailleurs pour les associations en général de faire comprendre aux mairies qu'il est important, même si c'est leur devoir, enfin c'est une obligation pour les mairies de prendre en charge la population, enfin la gestion de la population des chats, mais elles ne le font pas toutes, ou alors elles prennent la solution, on va dire, de facilité, peut-être, on peut dire ça, en tout cas elles payent des fourrières, voilà. J'imagine que c'est pas ça à Grenoble. Quel est le constat que vous faites à Grenoble et qu'est-ce que vous avez mis en place aussi, encore une fois ? Alors, tout à fait, Rose. Moi, je tiens à rebondir sur votre propos qui est extrêmement juste. C'est que la prise en charge des chats errants, c'est un devoir de police du maire. Donc, toutes les municipalités en France, quelle que soit la taille de la commune, sont en charge de la capture, de la stérilisation et du relâcher des animaux, des chats. Voilà. Donc, le constat aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, c'est que les chats sont pris en charge par des associations qui ne sont pas, pour la majeure partie du temps, pas du tout aidées, ni par les municipalités et encore moins par l'État. Donc, qui survivent, je vais dire, avec soit des dons de particuliers, soit des subventions de municipalités qui restent quand même très faibles. Moi, j'adresse à ces associations un merci tout particulier et tous mes encouragements parce qu'elles font un travail de fourmi au quotidien pour ces animaux. Depuis que je suis arrivée à Grenoble, moi j'ai eu à cœur de rentrer en contact avec la majorité des associations de protection animale de la métropole de Grenoble, c'est 49 communes, et j'ai rencontré vraiment de belles personnes qui travaillent avec très peu de moyens. Et on a établi une convention, un partenariat, parce qu'on n'a pas, à la ville de Grenoble, d'agents dédiés à la capture et au relâcher des animaux. C'est trop spécifique. Et moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de le faire. Je pense que c'est tellement particulier comme tâche, comme fonction, qu'il faut travailler main dans la main avec les associations qui ont ce savoir, qui ont des dizaines d'années d'expérience. C'est pourquoi moi, je recommande vraiment à toutes les associations de protection animale de se rapprocher de leur commune, de leur municipalité, pour proposer un partenariat et surtout demander des subventions. Donc nous, on a établi des partenariats avec plusieurs associations dans lesquelles il est établi qu'elles capturent les chats, elles les amènent chez les vétérinaires pour les faire stériliser, identifier, pucer. Quand le chat ou le chaton est adoptable, eh bien il est adopté, et sinon il est relâché sur son site d'origine. Mais ça devient un chat libre, c'est-à-dire que c'est un chat qui donc du fait appartient à la commune, et la commune en est responsable. Et c'est très très important de travailler main dans la main, puisque beaucoup de gens encore adoptent des animaux, ne stérilisent pas les chats. Je rappelle qu'un couple de chats en 4 ans génère 24 000 chatons. Voilà, 24 000 chats. La durée de vie d'un chat dans la rue est très 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 faible. Elle peut aller, en moyenne, c'est de 3 ans. C'est le dernier chiffre que j'ai trouvé sur ces données-là. S'ils ne sont pas pris en charge par une asso, exactement. S'ils ne sont pas protégés, parce qu'en fait, la stérilisation les protège. Exactement, les associations les protègent. Par contre, un chat seul, abandonné dans la rue, qui n'a pas la chance d'être trouvé par une association, a une durée de vie très 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 courte à cause de... le milieu hostile, le milieu urbain est un milieu très hostile pour les animaux. Il n'y a pas de nourriture, il fait froid, il pleut, il peut neiger, ou il fait très chaud, canicule, il n'y a pas d'endroit particulier pour eux. Donc il faut pas imaginer que le chat est heureux dehors. Non, c'est faux.
Un chat n'est pas heureux dehors. Un chat, le chat comme il est devenu aujourd'hui, en 2025, n'est pas heureux à l'extérieur. C'est faux, c'est entièrement faux. Donc à la ville de Grenoble, on travaille main dans la main avec des associations qui permettent de protéger ces chats, donc la plupart du temps de les mettre à l'adoption, les vacciner, leur apporter tous les soins possibles. Et en plus, on a mis en place déjà depuis le début de mandat, donc 2020, 2 chats tipis. Ce sont des chalets à chats dans des endroits stratégiques en partenariat avec l'association One Voice, que je remercie aussi. Et Causa Animalia, toujours la même association. C'est comme un petit chalet à chats dans lesquels ils sont choyés, protégés, nourris. Et c'est un habitat en dur. Et ils sont ainsi protégés du milieu urbain. Oui, ils sont protégés aussi éventuellement du froid, des intempéries, etc. Et puis des humains qui voudraient leur faire du mal. Parce que si je vois bien, c'est un chalet, en bois et je crois qu'il y a une barrière autour qui permet de les isoler de personnes qui voudraient entrer en contact avec eux et s'ils ne sont pas d'accord. Ouais, exactement. Le milieu urbain peut être un grand danger pour les animaux. C'est-à-dire que ils peuvent être pris pour cible, comme ballon ou comme entraînement pour les chiens au mordant. Donc ils ne sont pas à l'abri non plus de se faire écraser. Donc c'est vraiment très très difficile et compliqué pour eux de vivre à l'extérieur. Et les chats tipis, justement, permettent de prévenir de ces violences qui pourraient arriver par l'installation d'un grillage, en fait. Un grillage qui permet quand même l'accès des animaux, les allées et venues des animaux, mais dont la clé est détenue par l'association qui est en charge de s'occuper d'eux. Ouais. Comment c'est perçu tout ça par les gens qui habitent Grenoble? Je parle des chats tipis, mais je peux parler aussi de tout ce que vous faites. Vous avez dit que vous faisiez beaucoup de communication par rapport aux pigeons, aux rats, voilà. Comment est-ce que, il y a peut-être des perceptions différentes justement selon les espèces, mais justement c'est intéressant de savoir ça. Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Alors, ce que je constate, c'est que et ce que je trouve très très bien, et je m'en réjouis, c'est que la perception des animaux est en constante évolution. Souvent, on part de loin. Pour le chat, c'est moins compliqué. Le chat, c'est une espèce que la population aurait tendance à tolérer, bien qu'il y ait un regard très particulier quand il se pose quand même sur eux, et qui seraient vus comme les destructeurs de la biodiversité. Ça dépend, c'est mitigé, mais l'installation des chats tipis, en tout cas, et l'action des associations pour les protéger est quand même vue d'un très bon œil. C'est quand même très positif. On a souvent des articles de journaux qui mettent en avant justement les associations qui les protègent et puis l'action de la ville de Grenoble sur la protection des animaux. Concernant les pigeons, c'est un peu plus mitigé. Et concernant les rats, c'est encore très très compliqué. Régulièrement, dans les réunions de quartier, j'ai ces questions qui reviennent. Les rats, ce sont des nuisibles, il faut les détruire. Il faut de la pédagogie tout le temps, il faut expliquer, il faut répéter, parler. Il faut acculturer, en fait. C'est un travail au quotidien. C'est ça le travail d'élus à la condition animale. Il faut démystifier, en fait, des idées reçues. Il faut briser des paradigmes. Voilà. C'est très important, en fait, de ne jamais s'user à répéter les mêmes choses. Parce que nous, même si on a déjà dit 1000 fois, peut-être que la personne qu'on a en face de nous l'entend pour la première fois. Et ça va changer son monde, ça va briser ce paradigme qui veut que le rat est un nuisible et qu'il faut le détruire. Eh bien, peut-être qu'après une conversation avec une personne qui a du respect pour ces animaux-là, la vision de cette personne aura changé. Donc, il faut toujours rester optimiste. Moi, je vois vraiment une évolution au bout de 5 ans de mandat. Et par contre, la marge de manœuvre est encore énorme, mais le changement de la société est en marche. Optimisme, donc, et beaucoup de patience, du coup. Alors, puisqu'on est parti sur les animaux domestiques, j'ai cru comprendre que vous aviez réussi à mettre en place une façon pour les EHPAD d'accueillir les personnes qu'elles accueillent avec leurs animaux de compagnie. Alors, je ne sais pas si ça fait que chat ou chat et chien ou autre, lapin, j'en sais rien. Donc ça, c'est bien ça. À Grenoble, ça a été mis en place. C'est la mairie qui a pu favoriser ça. Donc là, on va prendre en considération uniquement les EHPAD municipaux, pas les EHPAD particuliers. Et
En fait, ce travail, il avait été entamé déjà avant que j'arrive, donc pendant la première mandature d'Éric Piolle, mais c'était non officiel, c'était pas encore inscrit dans les règlements intérieurs. Et pour que la possibilité d'accueillir les animaux perdure et que ça perdure dans le temps, sur ce deuxième mandat, celui sur lequel je suis, nous avons modifié les règlements intérieurs qui encadrent strictement la possibilité pour une personne d'entrer en EHPAD avec son animal dit de compagnie. On n'a pas attendu que le gouvernement le fasse. Voilà, on est en capacité de le faire en tant que municipalité. On peut le faire. C'est un travail de proximité avec les agents de la ville, donc qui travaillent en EHPAD, les directeurs ou directrices d'EHPAD aussi. Il faut que l'EHPAD ait envie de le faire, soit en capacité de le faire. Et aujourd'hui, oui, les EHPAD de la ville de Grenoble permettent aux personnes qui rentrent de venir accompagner de leur chat, de leur chien, de leur lapin, voilà. Et aujourd'hui, on a peu de demandes en fait, mais il y en a eu et ça se passe très 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 bien. Au point qu'un directeur d'EHPAD a souhaité l'année dernière adopter 2 chatons dans une association. Donc 2 chatons ont été adoptés spontanément par le directeur d'EHPAD et ce sont devenus les chatons de l'EHPAD. C'est des résidents, des agents de la ville qui se promènent partout dans l'EHPAD et pour le plus grand plaisir de tout le monde puisque en fait ces chats ont un espace immense et tout le monde profite de leur présence et les agents de la ville aussi. Donc c'est génial, ouais. Plutôt réussi donc. Ouais, ouais. Ok. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait s'élargir aux EHPAD privés Et moi, je ne demande que ça. D'ailleurs, je suis prête à leur tendre la main, au même titre que la présence des animaux d'agents municipaux dans les bureaux. Donc, il y a beaucoup de municipalités qui s'y sont mises. C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer ? Eh bien, depuis à peu près le début de mandat, j'ai permis le fait que les agents de la ville puissent venir travailler en présence de leur animal, de leur chien. N'importe quel agent de la ville, par exemple, pas que les gens qui travaillent dans les espaces verts. Alors, justement, c'est ceux qui ne sont pas au contact du public et ceux qui ne sont pas dans la restauration collective. Mais bon, ça concerne... Dans les bureaux, en fait. Oui, ça concerne tous les bâtiments municipaux. Et donc, on a établi un règlement intérieur qui stipule qu'il y a un contrat à signer avec des clauses à respecter. Si la personne vient travailler avec son chien au bureau, il y a un autocollant qui est apposé. Et ça marche vraiment très bien. On a commencé par une expérimentation d'1 année. On y est allé pas à pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur du changement. Voilà, ça peut être normal, même si c'est infondé, ça peut être normal. Donc il n'y a pas eu de problème d'agression du chien ou grosse allergie. Il n'y a pas tout ça. De toute façon, tout ça, c'est encadré à la signature du contrat. Et en fait, c'est pour le plus grand bonheur de tous. Et depuis qu'on a fait ça, on a été contacté mais des dizaines de fois, la plupart du temps par des municipalités, pour qu'elles puissent reproduire l'expérimentation et donc la faire perdurer. Et je sais que de nombreuses entreprises privées, quelle que soit la taille, ont envie de le faire, mais on se heurte là à des difficultés beaucoup plus importantes. Oui, parce que comment c'est géré ? Il y a un espace, il y a quelque chose qui est réaménagé dans l'espace pour que, par exemple, quelqu'un qui vient avec son chat, bon, ça doit être plus rare, c'est plutôt des chiens, mais par exemple 2 chiens qui s'entendraient pas, comment ça se passe ? Donc j'ai bien réfléchi à tout ça et moi je me suis dit que l'intérêt de l'animal était primé sur tout le reste pour moi, délégué à la condition animale. Donc je n'ai autorisé que les chiens. Parce que y a pas d'intérêt pour un chat d'être transporté, c'est surtout ça pourrait surtout le gêner. Et puis bien évidemment pas de cage ni d'aquarium, voilà. Donc il reste les chiens. Les chiens, s'ils ont envie d'y aller, voilà. Donc ils sont accueillis. Il y a une règle. La règle est que donc il peut suivre son humain dans le bureau, pas dans les salles de réunion. Dans les couloirs, il doit être tenu en laisse. Et dans le bureau, par contre, bien sûr, il peut être lâché, mais il faut qu'il ait un endroit assez cocooning, donc un matelas, un petit lit, et qu'il soit sorti régulièrement. À Grenoble, ça tombe très bien. En face de l'hôtel de ville, on a un immense parc. Et donc, les agents peuvent aller les promener régulièrement pour faire les besoins. Donc,
tout est fait pour que l'animal se sente très bien et que pour les gens, ce soit très très cool aussi, qu'il n'y ait pas de difficultés si deux chiens se rencontrent. Il n'y a jamais eu de difficulté jusqu'aujourd'hui, ça fait presque 4 ans. Tout s'est toujours bien passé, mais s'il arrivait que ça dérape, bien évidemment, on prendrait cet événement en compte et on réadapterait le contrat. Ah oui, puis j'imagine que c'est, même si c'est pas pour ça que vous l'avez fait, mais j'imagine que c'est hyper agréable aussi pour les salariés, enfin pour les gens qui travaillent, enfin ça doit leur changer la vie, puis ils font des pauses, ils sont obligés de faire des pauses. Et c'est ça, mais en fait cette idée ne vient pas de moi, évidemment. Oui. Quand j'ai commencé à réfléchir au sujet, ce que j'ai vu, c'est qu'une énorme entreprise aux États-Unis l'avait fait il y a déjà maintenant 15 ans. Et que les bénéfices étaient énormes. Les bénéfices sur les humains, puisque à l'époque, il ne parlait que de l'humain. Donc il est prouvé scientifiquement que la présence de l'animal fait baisser la tension artérielle, libère de la bande passante intellectuelle, donc rend la personne plus productive, et surtout permet un contact et des relations beaucoup plus simples et plus faciles entre les humains. C'est-à-dire qu'une personne qui vient avec son chien, qui traverse le couloir avec un chien, attirera les autres personnes, attirera les sourires, et ce qui n'arrive pas toujours dans le cas où il n'y a pas d'animal lors d'une interaction entre deux humains. Voilà, donc c'est uniquement des bénéfices et je le sens, je le ressens et j'ai beaucoup de retours d'expérience qui me font remonter que c'est génial. Même les gens qui n'avaient pas l'habitude d'être en présence d'un chien commencent à percevoir que un chien, ça peut être pas mal finalement. Et donc en même temps, c'est un moyen pédagogique de montrer aux autres humains qui n'ont pas l'habitude de cohabiter avec des animaux que l'animal peut être une source de bonheur aussi, de bonheur, d'apaisement et de facilitateur de relations entre les humains. Encore une fois, on voit que prendre en considération le bien-être des animaux, ça nous apporte aussi beaucoup à nous en tant qu'humains. Exactement, c'est ça. Ça permet de renouer avec ce qu'on est profondément. Donc je tiens à le préciser, je le dis, je le redis, nous sommes avant tout des animaux, et oui. Donc ce contact à la nature, nous en avons un besoin vital, et avec les autres espèces aussi. Alors, je voudrais passer à un autre sujet qui est peut-être plus compliqué. L'alimentation, parce que le contact avec les chiens, ça paraît pas trop compliqué, mais l'alimentation végétale, si on dit le grand mot, je crois que vous avez essayé de changer les règles, parfois dans les cantines municipales, d'ajouter des options. C'est bien parce qu'on va crescendo dans les sujets. Oui, les sujets des moins en moins clivants. Voilà. Quoique les rats, c'est encore très très clivant. Oui, l'alimentation est un sujet ultra clivant encore, comme dans la société. De toute façon, que ce soit dans l'environnement familial, pour professionnel ou à la municipalité, c'est pareil. Moi, je pars d'un principe de base que les animaux ne sont pas des aliments. Les animaux ne sont pas des ingrédients. Point. Voilà. Ensuite, il faut décliner ça sur l'aspect politique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce postulat de base ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les mentalités et pour une prise en compte rapide et consensuelle. Dans une municipalité écolo, il faut aussi penser à l'aspect environnemental. Ce qui est bien avec l'alimentation végétale, c'est qu'elle couvre plusieurs aspects. Elle permet en fait d'aborder la question de la condition animale, bien évidemment, mais aussi de la question environnementale, écologique, l'impact sur l'écologie, et l'aspect sanitaire aussi. À ça, j'ajouterais encore un point, en tout cas ce qu'on a constaté au niveau municipal, c'est la question du coût de l'alimentation végétale, qui permet d'investir, puisque c'est moins cher, les légumineuses sont moins chères que les protéines carnées, ça permet d'investir dans plus de bio, plus de local. Donc tout ça fait qu'il y a énormément d'arguments qui permettent de favoriser l'alimentation végétale dans les cantines scolaires. À Grenoble, quand je suis arrivée, on n'était pas du tout à la traîne. Il y avait déjà, si je me souviens bien, un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires.
avant même la loi Egalim. Donc Grenoble était déjà en avance. Et aujourd'hui, donc 5 ans après le début de mon mandat, on en est à quasiment 2 repas végétariens par semaine, en fait 1,9, donc on peut dire 2, et une alternative végétarienne quotidienne. Donc pour moi, c'est une évolution énorme, mais j'en suis vraiment très très contente parce qu'à l'échelle d'un mandat, c'est très très bien, et on se rend peut-être pas compte, mais on est passé pour l'alternative végétarienne quotidienne d'un taux de prise de 2%, qui était très faible, mais qui correspond à la moyenne nationale, à 7% aujourd'hui. Donc 7% des parents choisissent pour leur enfant l'alternative végétarienne quotidienne. Ça a pu être mis en place parce qu'on a favorisé la communication, on a établi un livret sur l'alimentation végétale pour faire de la pédagogie. Qu'est-ce que c'est l'alimentation végétale? Quel impact sur la santé, sur l'environnement, bien sûr sur les animaux, et ça permet de briser des idées reçues. Et je n'ai pas de retour négatif à ce jour. Ce que je vois, c'est que le taux de prise augmente et que on va vers de plus en plus de végétal pour le bien des animaux avant tout, de la planète et de l'humain aussi. Ce sont des alternatives végétales, végétariennes, ça dépend. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un quota? Alors, aujourd'hui, on est parti sur de l'alimentation végétarienne. Voilà. Mais ce qu'on peut constater, c'est que régulièrement, le menu, il est quasiment végétal, mais entièrement végétal. Quand il y a, par exemple, quand on fait un couscous végétal, accompagné d'un fruit ou d'une salade de fruits, on peut dire que le repas est végétal. Voilà. Ça arrive que par hasard, ça tombe comme ça. Et tant mieux, je m'en réjouis. Bien évidemment, mon objectif, c'est d'aller vers du 100% végétal. Mais là encore, les lignes sont très difficiles à faire bouger. Il faut du temps, il faut acculturer. Bon, ça s'appelle le temps politique. Il faut accepter que ça se passe comme ça. Il faut aussi être en capacité de trouver les bons fournisseurs qui puissent servir. Une municipalité comme Grenoble, par exemple, c'est quand même 12 000 repas par jour. Donc, il faut quand même être en capacité de le faire. Et moi, j'ai très bon espoir parce que au prochain mandat, on aura, en tout cas à Grenoble, une nouvelle cuisine centrale qui sera en capacité, qui sera beaucoup plus grande, et on aura plus de capacité de travailler avec les légumineuses, puisque on met un point d'honneur à faire de la cuisine locale et bio et faite maison dans la plupart des cas. Donc, un gros travail avec les légumineuses. Ah oui, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est pas des entreprises nationales qui distribuent la nourriture à toutes les cantines de France. C'est quelqu'un ou une équipe qui cuisine pour les cantines, donc qui ont la possibilité de se former aussi au végétal, j'imagine, et de proposer des choses un peu avec beaucoup de goût, avec de la subtilité, de la finesse, et des choses qui donnent envie d'être mangées, en fait, d'être pris. Peut-être que c'est ça l'augmentation de taux de prise aussi. Sûrement, je pense que oui, parce que en fait, cuisiner végétal, c'est pas inné, même quand on est végane. Il faut que ce soit bon, que ça donne envie. Donc c'est la nourriture qui va être distribuée à des enfants. Il faut que ce soit beau aussi. Et dans la mesure du possible, Grenoble travaille des produits locaux, bio, et tout est, la plupart du temps, c'est fait maison. Sauf, il arrive que pour les alternatives végé quotidiennes, on se dépanne avec des produits, des steaks ou des saucisses végétales. Et c'est vrai, c'est pas mal aussi, c'est vraiment pas mal aussi, puisque le Nutri-Score des produits, de ces produits-là est la plupart du temps très très bon. Oui, on est souvent autour de A ou B. Oui. Contrairement à des idées reçues du lobby de l'agroalimentaire, les produits végétaux qu'on peut trouver, donc steaks végétaux, boulettes, saucisses, ont un Nutri-Score bien meilleur que des produits à base de protéines carnées. Quoi qu'il en soit, à Grenoble, on a fait venir en début de mandat, on a fait intervenir une association Assiette Végétale, que je remercie. Petite précision, l'association Assiette Végétale s'appelle maintenant Anima, qui a accompagné en fait les chefs de la cuisine centrale pour leur proposer, pour faciliter la vie en fait des agents de la ville, pour travailler les produits végétaux et pour élaborer de nouvelles recettes. Donc on a évolué sur ce point-là, et peut-être aussi que le taux de prise qui a augmenté, c'est dû à ça. Voilà, une connaissance qu'on n'a pas forcément.
Bon, les cantines servent toujours des protéines carnées. Il me semble que vous vous êtes engagé dans l'abattoir municipal. Il y en a un ou plusieurs, je ne sais pas. Mais bref, est-ce que vous pouvez nous parler de cet engagement-là ? Alors, quand je suis devenue conseillère municipale, au début, je suis devenue aussi conseillère métropolitaine, donc à Grenoble-Alpes Métropole. La métropole, c'est un regroupement de 49 communes. Et quand j'ai appris qu'il existait un abattoir métropolitain, qui est à 10 minutes de la ville de Grenoble, j'ai demandé à faire partie du conseil d'administration, parce que je me suis dit, une élue à condition animale qui ferme les yeux sur l'abattoir, il y a un problème, ça va pas. Donc oui, j'ai serré les dents et j'y suis allée. Ouais, il a fallu y aller. Et ça a été facile de rentrer dans le conseil d'administration ? En fait, c'est des pourparlers. Non, ça n'a pas été facile. Non, parce qu'une élue à condition animale qui rentre dans un abattoir, ça peut faire peur. Ouais, ça peut faire peur. Mais il y a eu une ouverture et pour le mieux voilà, le moins pire quoi pour les animaux, j'ai pu dès la première année en fait, à force de pourparlers, de travail, d'échanges, déjà apaiser les tensions et faire intervenir l'OABA pour faire un audit indépendant de cet abattoir. OABA, c'est je sais jamais. L'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Merci. Et donc, il y a eu 2 rendez-vous et donc s'en est suivi un audit indépendant qui a révélé des non-conformités mineures et certaines majeures, mais qui sont toutes en passe d'être résolues. Bien évidemment, l'issue des animaux n'est pas changée, bien évidemment que non, mais en fait, mon objectif, c'était de minimiser au maximum la souffrance des animaux qui entraient dans cet abattoir. Et ça, dès le déchargement du camion. Et l'objectif est atteint. C'est vraiment un petit pas, puisque c'est un abattoir en France. Mais moi, vraiment, je recommande à tous les élus municipaux pour lesquels il serait possible de s'investir au conseil d'administration d'un abattoir, d'y aller. Allez-y et portez la voix des animaux. Il est possible de mettre en place des audits indépendants, en sachant qu'en France, un audit est effectué 1 fois par siècle sur un abattoir, c'est-à-dire jamais. Voilà, c'est-à-dire, en vérité, jamais. Quand on est élu municipal, on a le pouvoir de travailler à la mise en place de ces audits indépendants. Donc, c'est horriblement difficile, oui, mais allez-y. Vous pouvez le faire et c'est efficace. Qu'est-ce que ça implique, un audit, qu'on parle de la même chose ? Je vais vous parler du cas de l'abattoir métropolitain et de mon travail avec l'OABA. Donc, il y a eu des réunions préparatoires. On a fait des réunions préparatoires dans une salle de réunion. On a discuté, en fait, des pratiques. Moi, j'étais plutôt spectatrice, en fait. Voilà. Par contre, c'est l'OABA qui était spécialisée à l'époque dans ces audits-là, qui discutait avec le directeur de l'abattoir, les agents, pour sonder un peu les pratiques de l'abattoir. Donc, il y a eu une grosse phase préparatoire, déjà, et ensuite, la visite. Donc voilà, la visite à laquelle j'ai participé aussi. Un audit, c'est une grille de paramètres bien établis qui sont tous très différents les uns des autres et qui doivent être validés ou invalidés. À la suite de cet audit, donc il y a une préconisation de l'auditeur externe. Donc dans notre cas, c'était l'OABA pour permettre de corriger les non-conformités. Et donc vous avez réussi à corriger ces non-conformités au fil des années, c'est ça ? Il a fallu évidemment du temps pour que ça se fasse. Donc là, 3 à 4 ans après, l'abattoir est encore en cours de mise en place de ces travaux, puisque c'est des travaux qui impliquent beaucoup d'argent. Mais tous les travaux vont être validés très rapidement, donc sur ce mandat en tout cas. Voilà. Et ça va, vous ? Parce que du coup, vous avez visité l'abattoir, vous aviez peut-être jamais vu ça, j'imagine ? Alors, je vais vous raconter une anecdote, c'est que j'avais bien sûr lu les ouvrages d'Insolente Veggie. Oui. Et elle avait fait une planche sur les abattoirs. Et je la connaissais pas encore à l'époque. Et je me suis permis de lui envoyer un message via les réseaux sociaux.
Et elle m'a répondu. Donc moi je lui ai dit, je vais intervenir, je vais aller visiter entre guillemets un abattoir. J'aimerais avoir votre retour, puisque voilà. Et bon, elle m'a expliqué comment c'était passé. Et j'ai retenu surtout une phrase qui ne m'a jamais quittée, qui m'a aidé à tenir. Donc je remercie vraiment Insolente Veggie. C'est mets-toi bien dans la tête que tu ne sauveras personne de toute façon. Voilà. Donc je me suis dit, il faut que j'ai une fonction, il faut que je sois le témoin de ce qui se passe là-dedans. Il faut que je serve à quelque chose. En tout cas, j'ai voulu m'engager en politique pour ça. Je savais que je ne sauverais personne, ça a été le cas, mais dans le cadre de ma fonction, je pouvais participer à faire amoindrir la souffrance, la terreur, la douleur de ces animaux. Et cette phrase ne m'a jamais quittée, tu ne sauveras personne. Donc j'y suis allée avec... c'est comme un dédoublement de la personnalité. Hein. J'avais l'impression de flotter au-dessus de mon corps et de me voir regarder l'animal. Et en plus, on a fait la visite en sens inverse. Donc on a commencé par la fabrique des steaks hachés, l'emballage. C'est assez lunaire hein, comme visite. Voilà. Et pour terminer les cages pas les cages de contention, mais les endroits où les animaux sont parqués en attendant. Il y a un terme pour ça que j'ai oublié, je m'en excuse. Et je ne le connais pas. J'ai encore le regard des animaux dans les yeux, là, 3 ou 4 ans après, je ne sais plus exactement, dont ces 7 petits veaux qui étaient debout et qui semblaient comprendre et qui pleuraient en fait. Elles appelaient, ils appelaient, ils pleuraient. Et ces cochons qui étaient assis, allongés, qui attendaient, et dont un qui me fixe encore là du regard. Et en fait, vous voyez, bizarrement, étrangement, alors que j'ai vu cette vache, j'ai vu ce cochon se faire électrocuter, la vache se faire éclater le tympan avec le pistolet pneumatique, et j'ai vu l'égorgement et les flots de sang gicler. Et la vache qui continuait quand même à bouger en me fixant. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le regard des animaux qui étaient encore vivants et qui attendaient. Et puis la touffe de poils aussi qui baignait dans cette petite flaque de sang sur le carnage blanc. Voilà, c'est les souvenirs que j'ai. Est-ce que je vais bien? Peu importe, c'est pas la question. Est-ce que j'ai fait le job? J'ai fait ce que j'avais à faire, voilà. Et j'enjoins vraiment tous les élus de le faire, dans la mesure du possible. Vous avez la possibilité de minimiser leur douleur, leur souffrance et leur terreur, faites-le. C'est à ça qu'un élu à condition animale en politique doit servir aussi. C'est très clair. Vous avez quelque chose à ajouter, oui, pour l'abattoir? Je me souviens aussi que à la sortie de cette visite, donc j'ai rejoint ma voiture. J'étais comme un robot en fait, et puis mécaniquement me suis dirigée chez moi. Je me suis garée et puis je me suis assise à la terrasse d'un bar et j'ai pris une feuille A4 et un stylo. J'ai écrit. J'ai eu besoin d'écrire, voilà, pour décharger ces émotions. Je n'ai plus jamais relu ces 2 pages ou 3 pages, je ne sais plus. Mais il fallait que je sorte tout ça, puisque je n'avais pu en parler à personne. Et ce que j'ai vu était inimaginable, même si j'avais vu des dizaines, voire des centaines de documentaires ou de vidéos sur les abattoirs. Y être, le vivre, voir la mort en face, les meurtres. Le pire, c'est en étant passif et impuissant. En fait, c'est terrible à vivre. Voilà, c'est le fait de rester passif face au meurtre d'un être vivant. Mais il fallait continuer, il fallait avancer. Ces 2 pages, donc je les ai jamais relues. Je ne sais même pas où je les ai mises, mais j'avais besoin de le faire et je n'oublierai jamais, jamais, jamais ce moment. Mais s'il fallait y retourner, je retournerai. Je le ferai, voilà, parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle. Cette expérience prouve qu'un élu à la condition animale peut agir concrètement.
On peut avoir un impact direct sur des systèmes qui sont catastrophiques pour les animaux, en les transformant petit à petit. Et ça m'a permis en fait d'avoir encore plus de courage et de force pour continuer mon combat politique, qui est celui de la condition animale et de tous les animaux. Et bien évidemment, quand je parle souvent de conditions animales, je pense à ces 3 millions d'animaux terrestres qui sont abattus tous les jours sur le territoire français, et de ces milliards de poissons aussi qui agonisent pour la consommation humaine. Donc l'action politique est vraiment vitale, et chaque action compte. Donc il faut garder espoir. Voilà. On est en train de réformer le paysage politique français, et ça passe par nous toutes et nous tous. Donc il faut continuer à y croire, parce qu'on a tous des moyens d'action à notre portée. Oui, il faut continuer à y croire, et justement je me pose la question, mais qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Je vous ai pas encore demandé votre parcours, en fait. Pour l'instant, on n'a parlé que de vos actions, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé jusque-là? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Voilà. Alors, si on remonte à la genèse exactement de ma proximité avec les animaux non humains, moi, j'ai des souvenirs qui me reviennent en tête. C'est surtout mon père, qui est décédé depuis 11 ans déjà, Gérard. Il a eu une vie vraiment difficile. Et mon père, donc, a dû travailler dans sa jeunesse. J'étais bébé, dans une animalerie à Paris, qui fournissait une grande marque de cosmétiques en animaux de laboratoire, voilà. Et un peu plus tard, en grandissant, il racontait ce qu'il vivait. Il le faisait quand même parce qu'il fallait bien manger. Voilà, il fallait bien faire vivre la famille. Et puis, mon père aussi, il a toujours tendu la main à tous les êtres vivants, humains et non humains. Et je me rends compte qu'il y a eu des événements qui ont fait que mon chemin soit jalonné en fait d'actions empathiques envers les êtres humains, les animaux. Je me souviens de nous, mon père, ma sœur, mon frère et moi, en train de sauver des petits chatons qui avaient été abandonnés, de les ramener à la maison. Je me souviens avoir récupéré un pigeon avec l'aile cassée pour le mettre à l'abri à la maison en attendant de l'amener chez le vétérinaire. J'ai énormément d'exemples comme ça. Et puis j'ai fait un stage en seconde mais dans le cadre de mes études, dans un laboratoire vétérinaire départemental. Donc ce que j'ai vu, je pense que ça a été un déclic. J'étais très jeune. J'ai suivi un vétérinaire, donc le vétérinaire du labo dans lequel j'ai fait ce stage, dans un équarrissage. Je l'ai suivi là-bas, et j'ai vu dans un hangar, le hangar de cet équarrissage, j'ai d'abord senti une odeur que je connaissais pas. L'équarrissage, c'est là où il y a les animaux morts, en fait, qui sont ramassés. Les cadavres, voilà. Et donc il y avait cette vache qui gisait au sol, qui était gonflée, le ventre ouvert, et son fœtus juste posé par terre. Et j'ai été confrontée, je crois, à la mort pour la première fois, et à un cadavre. Et ensuite, le laboratoire avait reçu une caisse de petits poussins, parce qu'il y avait apparemment une suspicion de salmonellose. Et les petits poussins étaient vivants. Il fallait faire des prélèvements sur les petits poussins. Et pour ce faire, les agents à l'époque les prenaient un par un pour leur couper la tête et faire des prélèvements. Et le vétérinaire m'a montré cet objet qui était posé sur la paillasse du laboratoire. Je lui ai demandé ce que c'était. C'était un pistolet pneumatique. Et il m'a expliqué que cet objet servait à perforer le crâne des animaux avant qu'ils soient égorgés dans les abattoirs. Et en fait, le ciel me tombait sur la tête. Alors, ce stage a dû durer 2 semaines, 3 semaines. J'ai conscience aujourd'hui que c'est ce qui a
achevé de me convaincre et qui m'a amené dans la voie dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que la normalisation de la violence sur les autres animaux, les animaux non humains, était inacceptable et que j'avais l'impression de me réveiller d'un cauchemar dans un monde dans lequel les pires pratiques étaient autorisées. Et donc ça a commencé comme ça. Donc j'ai d'abord agi pour moi, j'ai arrêté de manger des animaux. Et puis, un peu plus tard, j'ai arrêté de porter des animaux, c'est-à-dire du cuir, de la laine, de la soie, etc., etc. Et puis, j'ai commencé quand même à m'engager dans des associations, à porter, malgré ma grande timidité, porter un message. J'ai voulu me rendre utile. Et je m'étais toujours dit, au fond de moi, cette petite voix, si un jour un parti politique pour les animaux existe en France, je les aiderai, je leur proposerai mon aide. Et c'est ainsi que, beaucoup plus tard quand même, le parti animaliste est né et je leur ai proposé en effet mon aide et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Incroyable, vous aviez eu l'intuition que ça existerait peut-être un jour ? L'envie profonde, parce que au fond de moi, j'étais persuadée qu'il fallait vraiment continuer le cheminement commencé par les associations jusqu'à la politique, parce qu'il faut légiférer, il faut imposer, il faut légiférer, il faut réglementer. Les associations font un travail formidable, vital. Voilà. Il y a des associations comme par exemple L214, plus tellement d'autres, chacune dans son domaine, qui permettent de mettre en avant, de faire connaître au grand public les ignominies que subissent les animaux non humains. Mais il faut que les pouvoirs politiques en place s'en emparent pour pouvoir légiférer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le nombre d'animaux tués ? C'est végétaliser l'alimentation et ça passe par la fonction d'élu. Donc c'est une continuité, pour moi, c'est une prolongation des actions des associations. L'objectif d'un parti animaliste, c'est évidemment de réussir à amener des gens convaincus sur l'intérêt de porter la condition animale en politique, des gens qui sont déjà convaincus, déjà au courant de tout ce qui se passe, mais aussi et surtout de réussir à amener des gens sur un terrain qui ne leur est pas du tout familier, donc c'est-à-dire 98% de la population, puisqu'on a une base d'environ 500 000 personnes en France qui votent régulièrement pour nous. C'est 98% des gens qui votent pour leur propre intérêt, réussir à leur faire comprendre que leur voix compte pour porter la voix des animaux qui ont besoin d'être aussi défendus par la société humaine. Il faut des députés animalistes, il faut des élus à condition animale au sein de chaque municipalité, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux pour lutter contre la chasse, par exemple, puisque moi, à mon niveau adjointe au maire, je ne peux pas lutter contre la chasse plus que ce que je le fais. J'ai vérifié que sur les terrains communaux de la ville de Grenoble, la pratique de la chasse était interdite. Donc, ce qui est le cas, donc j'ai un collègue, Edine Aristegui à Montpellier, qui a fait interdire la chasse sur ces terrains communaux. Oui, un élu animaliste peut faire ça. Donc, c'est comme ça que l'aventure est née, en tout cas. C'est en sauvant des pigeons dans la rue, c'est en écoutant mon père, voilà, que je remercie là où il est aujourd'hui. Donc, on l'a bien compris, pour vous, c'est essentiel d'agir politiquement. À quel point est-ce que vous faites un distinguo ou est-ce que ça va ensemble ? L'action individuelle, l'action politique. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces questions-là qui sont pas toujours évidentes ? Est-ce que juste convertir, entre guillemets, quelqu'un de omnivore à végétarien ou végétalien, vegan, ça suffit, entre guillemets? Est-ce qu'il faut aller plus loin que ça ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce que ça peut cohabiter ? Il faut que ça cohabite. Les animaux ont besoin de toutes les forces vives et le changement d'une société passe par, bien sûr, par les instances politiques, mais par les associations et par les actions individuelles. Tout ça combiné fait que la transformation d'un système qui est vraiment largement établi depuis de nombreuses années, depuis les années 50, avec l'explosion des élevages intensifs, surtout l'augmentation de la consommation de viande, fait que on a recouru à des pratiques qui semblent immuables. Et tout est important. Le fait de parler à votre voisine, à votre voisin, le fait de militer pour une association
pour faire passer un message, le fait d'essayer de proposer des mesures en faveur de la condition animale, par exemple en augmentant le nombre de repas végétariens ou végétaliens dans les cantines scolaires, tout ça fait que le message finit et le changement de paradigme finit par être établi et par s'instaurer dans la société. Seul un élu n'est pas vraiment en capacité de pouvoir convaincre toute une majorité, ou c'est très très difficile. Par contre, l'acculturation est nécessaire, elle est vitale. Il faut que chacun, tout ce temps qu'on ait déjà entendu parler en fait du terme d'antispécisme, du véganisme, l'alimentation végétale. Quand on siège dans une majorité et qu'on ne connaît pas la condition animale, par contre, on connaît, j'ai un frère, une sœur, j'ai une voisine qui est végane. Ah oui, voilà, et elle est sympa, elle mange végane, elle se porte bien. Eh ben, ça a déjà planté une graine dans le cerveau. Donc tout ça, c'est un faisceau qui permet de faire accepter un changement de société qui est très très difficile à mettre en œuvre. Donc moi, je crois au mélange de toutes ces actions, que ce soit la plus petite action personnelle à son niveau jusqu'à l'action associative et politique. Il faut que tout soit combiné en même temps pour avoir une force de frappe la plus importante possible. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui pourrait être fait là? Les gens qui nous écoutent, par exemple, qui auraient envie, alors, soit c'est des élus, pourquoi pas, ou des personnes qui ne sont pas élues. Voilà. Est-ce qu'il y a une action concrète à faire dès maintenant? Ouais. Laissez tomber votre regard biaisé sur l'antispécisme et les véganes. En fait, le fait d'être végétalien, végétarien, voilà, c'est avant tout, surtout pas un régime alimentaire, pour la plupart d'entre nous. En tout cas, moi. C'est un principe de vie, celui qui fait que la vie d'un être vivant a plus d'importance que le plaisir de mon palais, qui fait que le fait de déforester l'Amazonie est bien plus grave que le fait que je ne mange pas mon œuf au plat à midi ou mon morceau de steak ce soir. Donc c'est un système de valeurs qui est complètement remis à plat. Très difficile de sortir de sa zone de confort et de se dire j'ai eu tort, je me suis trompé, je me suis laissé endormir. C'est très très difficile de le faire. Ça l'est un peu moins pour les jeunes. On en parlera après peut-être de changement de société. Changer de regard sur ces personnes qui sont sur un chemin qui est peut-être un peu plus avancé que le nôtre, vous permet à vous-même d'avoir une philosophie de vie qui correspond peut-être un peu plus à ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire vivre dans l'empathie, vivre dans le respect de la nature, de l'environnement, et surtout vivre en respectant tous les êtres vivants et pas seulement une partie des êtres vivants, c'est-à-dire dans l'antispécisme. Voilà, qu'une vie animale a énormément d'importance aussi. Et justement, vous nous parliez de la jeunesse dans un changement de société. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire là-dessus? On constate que partout dans le monde, pas forcément en France, mais aussi en France, de plus en plus de jeunes ont un mode de vie, un mode de consommation qui est complètement différent. Donc, que ce soit en rapport avec la fast fashion, avec les déplacements. Donc c'est des jeunes qui refusent l'avion, par exemple, ou qui refusent d'acheter de façon compulsive, et aussi qui consomment différemment. C'est-à-dire qui, quelle que soit la raison, je vais vous dire, peu importe, quelle que soit la raison, que ce soit pour l'environnement, pour leur santé ou pour les animaux, le résultat c'est le même, c'est moins d'animaux tués. Et donc de plus en plus de jeunes mangent des aliments végétaux prioritairement, donc laissent tomber les aliments carnés. Donc là, en arrivant, j'ai vu dans une station de métro une publicité pour un beurre végétal. Je l'ai trouvé génial. Et j'ai eu des frissons et même les larmes aux yeux parce que je me dis, bah, on y est, ça y est, on y est. On est en train de faire changer la société. Et j'ai des bouffées d'espoir qui me montent comme ça et je suis heureuse. C'était quoi comme beurre végétal? Ah, c'est une marque que j'adore en plus, qui est délicieuse, c'est Flora. Et comment vous le vivez? Comment ça se passe d'être une femme en politique? Il y en a quand même, mais ça reste quand même
une vue masculine, très masculine. Est-ce que et en plus vous êtes animaliste, vous cumulez. Je vais vous dire, donc moi je fais de la politique à Grenoble. Je vais vous dire que j'ai de la chance parce que ce n'est pas du tout une question. C'est pas un sujet en fait à Grenoble en tout cas. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme en politique à Grenoble. Et heureusement parce que le fait d'être animaliste, c'est déjà un sujet à part entière. Donc le fait d'être une femme en politique, je le vis très bien en fait, j'y pense même pas, parce que c'est un non-sujet, en tout cas pour moi et dans ma municipalité. J'imagine que pour d'autres, ça doit être difficile, comme dans le monde du travail. Voilà. En tout cas, dans la condition animale, la population est en majorité féminine, faut le dire quand même, plus de 90% de femmes. Et au point que pour des élections, je crois que c'était les élections européennes, les premières auxquelles le parti animaliste a participé, on avait proposé plus de femmes que d'hommes et du coup on a été pénalisés. Voilà. J'avais entendu parler de cette histoire, c'est incroyable. Oui, exactement. C'est peut-être les législatives, je suis désolée, j'ai plus la mémoire, mais exactement, on a été pénalisés et c'est fou. Mais le public animaliste, pour l'instant, est en majorité féminin. Ouais. En fait, c'est des personnalités bien ancrées dans la réalité, assez fortes et efficaces et déterminées. Donc, en fait, c'est pas un problème d'être, quel que soit son caractère, on a tellement ce sujet en nous qui nous porte que rien ne nous arrête. Rien ne nous arrête, on se sent fort et on se sent investi d'une mission. Voilà, on est quand même, nous les élus animalistes, on est quand même particuliers. C'est qu'en fait, on sait que le public qu'on porte ne votera jamais pour nous. Donc, ce qu'on fait, on se cache derrière une cause et on n'attend rien, en fait. On est porteur, on est des vecteurs d'une politique qui est aujourd'hui encore trop négligée et méprisée, en tout cas au niveau national, ce qui nous rend encore plus forts par contre. Donc qu'on soit une femme ou un homme, jeune ou un peu plus âgé, on a ce truc en nous qui fait que on portera jusqu'au bout la condition animale pour faire exister dans le paysage politique français tous les êtres vivants non humains. C'est le combat de votre vie, là, j'ai l'impression. Je l'ai découvert, ouais. Je savais que j'étais très engagée pour la condition animale, quasiment toute ma vie, mais le fait d'être engagée en politique me fait comprendre qu'il est possible d'agir. Parce que bien sûr qu'on a tous des moments de désespoir. On se sent dépassé, on se sent impuissant et inutile. En fait, c'est faux. En vérité, on est très nombreux, de plus en plus nombreuses et nombreux. Et on est en train d'inverser ce système de valeurs et de briser ces paradigmes qui paraissaient intouchables et immuables, gravés dans le marbre. Et c'est faux, puisqu'on est en train de gagner. Je ne sais pas si de mon vivant, je verrai la libération animale, mais j'y travaille. Alors, donc là, les élections municipales auront lieu en 2026. Il est possible que vous ne soyez pas réélu, il est possible que vous soyez réélu. J'imagine que vous allez rester au parti animaliste et vous représenter. Est-ce que n'importe qui peut rentrer au parti animaliste? Comment ça se passe? Donc, on est en train de travailler de façon acharnée sur les municipales 2026 au parti animaliste. C'est un travail du quotidien et vraiment très difficile. Mais notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'élus partout en France, quelle que soit la taille de la commune. Donc, je rappelle que le parti animaliste est un parti transpartisan, qu'on a une charte de valeurs quand même. On a besoin de toutes les forces vives. Il faut comprendre que la fonction d'élu n'est pas facile. Elle est différente de celle de membre d'association. Il faut avoir envie de porter un message qui n'est pas compris ou n'est pas encore compris. Et il faut le faire de façon posée, consensuelle. Et en fait, on passe notre temps à échanger avec des gens qui ne comprennent pas ce qu'on veut et ce qu'on porte. Donc, l'objectif d'un élu à condition animale, c'est déjà dans la municipalité, dans la ville, c'est de normaliser la présence des animaux dans l'espace urbain, mais aussi de faire comprendre que la condition animale est un sujet comme un autre qui doit être porté systématiquement dans le débat public.
Donc il y a un travail à faire sur soi. C'est pas un travail de militant. On cache un peu son côté antispéciste et vegan, puisque ça c'est des valeurs personnelles qui ne doivent pas impacter le travail au quotidien en politique. Et savoir aussi que la transformation du paysage politique, elle est lente. Elle est lente, mais elle existe. Qu'il est possible de faire changer les choses par le biais des délibérations, par le biais des vœux au conseil municipal, même si tout n'est pas idéal et il faut des années pour faire changer un paysage urbain. Si on pense aux pistes cyclables, par exemple, ça va prendre du temps, mais on y est, ça arrive aussi. Il a fallu énormément de temps, des années, voire des dizaines d'années pour en être là. Mais avec la condition animale, c'est la même chose. Donc pour être élu à la condition animale, il faut de la pugnacité, il faut de la résilience et de la persévérance. Et il faut aussi accepter que les confrontations peuvent souvent être très difficiles et rester engagé quoi qu'il en soit et y croire, toujours y croire. Et pour entrer au parti animaliste... donc c'est en ce moment qu'on recrute. Il faut comprendre que la condition animale peut être un sujet politique. On a une charte de valeurs à respecter. Bien évidemment, il ne faut pas être chasseur, il ne faut pas être pêcheur. Il faut s'engager sur le long terme avec le parti animaliste et il faut accepter de rester engagé tout le temps du mandat. Et quelle que soit la majorité avec laquelle on s'engage. Ah oui, donc oui, d'accord. Donc, ça en peut sachant, être de droite, de gauche, ça peut être, c'est ça que vous voilà, voulez dire. C'est ça, on est transpartisan, donc c'est ça. En sachant que il faut de la persévérance et il faut surtout y croire. Voilà. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera et il ne se passera rien. Alors peut-être petite précision, si vous pouvez en parler. Le parti animaliste, donc vous le dites, il est transpartisan, c'est-à-dire que ça englobe les électeurs et électrices de gauche et de droite. Est-ce que ça comprend aussi les partis d'extrême droite? Est-ce que ça comprend les gens qui votent à l'extrême droite? Alors au parti animaliste, nous avons établi une charte des valeurs. Et cette charte des valeurs fait aussi foi pour les alliances qui sont faites pour, par exemple, les prochaines élections municipales 2026. Dans le but de porter la condition animale de la manière la plus efficace possible et du mieux possible, il faut des élus, comme je vous ai dit, animalistes partout. Il faut réformer le paysage politique français en faisant siéger des élus animalistes, c'est-à-dire sur les instances qui se trouvent à gauche, au centre ou à droite. À la nuance près que dans notre charte des valeurs, nous avons exclu les partis d'extrême droite. Ok, c'est clair, merci. Et alors, comment est-ce que vous pourriez évaluer en fait l'efficacité de vos actes? Comment est-ce que, en commun, on peut évaluer l'efficacité de nos actes en politique ou ailleurs? Eh ben, je vais aborder le point de vue politique. Donc, on a un baromètre qui est très efficace, qui est le classement des villes établi par L214 Politique et Animaux, une ville pour les animaux. Donc c'est une grille de critères, d'une vingtaine de critères, tous les critères donc, qui sont bien sûr reliés à la condition animale, qui est fournie à chaque ville, chaque année, et en fonction de la réalisation des mesures en matière de conditions animales qui sont spécifiées dans cette grille de critères, une notation est attribuée à la ville. Et à Grenoble, au bout de 5 ans de mandat, on est arrivé première ville animaliste en France, des villes de plus de 50 000 habitants pour la 3e année consécutive. En 2022, donc c'était au début de la mise en place de ce prix, on avait déjà près de 65%, on était premier. En 2023, on avait 75%, je crois, on était encore premier et nous avons eu la chance, Éric Piolle et moi, de nous faire remettre le prix première ville animaliste en France des mains de Brigitte Gauthier, donc pour la 3e année consécutive. Donc ça, c'est une consécration en fait, parce que non seulement on est arrivé avec 97% des critères validés. Donc, wow. Mais il en reste, voilà, il en reste encore. On n'a pas fini, on n'aura jamais fini de toute façon.
En tout cas, pas dans les 2-3 années qui viennent. Donc c'est une consécration et ça mesure directement l'efficacité d'un élu à la condition animale dans une municipalité. En plus, on a en même temps signé un traité qui s'appelle le traité végétalien mondial, donc qui est porté par le Plant-Based Treaty, qui enjoint tous les gouvernements à promouvoir l'alimentation végétale et des systèmes plus vertueux de consommation d'alimentation végétale. Donc nous sommes la première ville en France à avoir signé ce traité. Donc ça aussi, c'est une preuve d'efficacité de la fonction politique d'un élu animaliste. Et sinon, au niveau personnel, moi je suis super contente que le maire de la ville de Grenoble ait affirmé officiellement que le repas végétarien, c'était le repas standard à Grenoble, et que le maire soit aussi devenu presque complètement végétarien au bout de presque 6 années de mandat. Et sinon, au niveau familial et entourage, oui, je vois une évolution des mœurs, une évolution des habitudes, de plus en plus de gens qui discutent entre eux de l'alimentation végétale. Et puis on voit que ça change, que ça bouge. Et donc l'efficacité d'un militant, l'efficacité d'un élu à la condition animale, elle se mesure par le biais du transfert de connaissances et l'application de ces connaissances, la mise en application, c'est-à-dire oui, ce soir je vais essayer le hamburger végétal parce que tu m'as dit que c'était bon, tu as l'air en bonne santé, je vais l'essayer, et finalement j'ai aimé. Donc ça se prouve aussi comme ça l'efficacité d'un militant animaliste. Est-ce que vous côtoyez des animaux là au quotidien ? Est-ce que vous vivez par exemple avec des animaux ou est-ce que vous en côtoyez autour de vous ? J'ai la chance d'en côtoyer 3 aujourd'hui. J'ai toujours vécu au contact d'animaux. Moi, j'ai toujours vécu dans l'espace urbain. Donc c'était la plupart du temps des chats, des chiens. Récemment, c'était des rats. Aujourd'hui, je vis avec 3 chats. Des chats que j'ai adoptés dans des associations, dans des refuges. Et j'ai besoin, vraiment, c'est un besoin vital d'être au contact de ces animaux. Et ça me permet de rester accroché à la réalité. Et c'est un besoin, voilà. Autant que quand je vais faire une balade dans la forêt, ça peut paraître dingue, mais j'enlace un arbre systématiquement parce que j'ai besoin de ça, de sentir que je suis ancré sur cette planète, ancré sur cette terre, ne pas oublier d'où je viens et encore moins où je vais aller, et qu'on est juste de passage sur cette terre. Et mon objectif aussi, c'est d'essayer d'avoir... C'est pour ça aussi que je me bats pour la cause animale, c'est d'avoir l'impact négatif le plus petit possible sur la planète en tant qu'être humain. Voilà, donc d'essayer de ramer à contre-courant par rapport à ce que l'humanité peut faire. Destruction de l'environnement, destruction de la vie, de toute forme de vie. Donc réduire mon impact négatif au maximum. Et pour ça, il me faut de la force. Et pour puiser cette force, j'ai besoin de rester en contact avec la réalité du monde, c'est-à-dire les autres espèces vivantes et la nature. Et les chats, ils vous permettent ça ? Les chats avec lesquels je vis aujourd'hui ont un immense potentiel affectif et psychique qui me permet de m'apaiser et de me consoler parfois, parce que défendre la cause animale, c'est pas facile tous les jours. Et ce sont aussi des membres de ma famille. Bon, eh bien, nous arrivons au terme de cet échange. On a 2 questions rituelles dont je vous ai prévenu. Donc, il s'agit, si vous êtes d'accord, de nous partager une recette végétale et ou un endroit où vous aimez manger. Si je peux me permettre, comme ma recette sera très courte, j'aimerais bien quand même citer un endroit aussi où j'adore manger. Bah oui, avec plaisir. Ma recette, elle est très simple, mais elle est indispensable, c'est la véganaise. Indispensable, voilà. en effet. On a toujours besoin d'une véganaise chez soi. Oui. C'est très facile à faire. Donc il faut un plongeur, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre ou du citron si vous voulez, 100 ml de lait de soja, donc du lait neutre, 200 ml d'huile et du sel de Kalanamak. Vous mélangez tout ça avec le plongeur et c'est fini. Et c'est délicieux, vous vous régalez. Et le sel de Kalanamak, c'est un peu soufré, ça a un petit goût d'œuf en fait. C'est exactement, c'est un goût d'œuf, mais ça change tout à la véganaise.
Génial. Et est-ce que vous avez un endroit où vous aimez beaucoup aller manger ? Oui, c'est près de Grenoble. J'ai découvert d'abord une personnalité, c'est Maria. Et cet endroit, c'est son restaurant qu'elle a ouvert récemment, s'appelle La Veguite. En fait, c'est plus un concept qu'un restaurant. C'est avant tout un accueil hyper chaleureux. Et elle fait de la cuisine végane italienne et on se régale. C'est vraiment délicieux. Et Maria, c'est une personne hyper engagée et tellement vivante et passionnée par son métier que j'adore y aller et que j'y retourne régulièrement, que je recommande vivement. Donc c'est à quel endroit exactement, vous savez dire ? C'est à Cessin, près de Grenoble, et ça s'appelle La Veguite. Et est-ce que vous auriez un message à faire passer, une dernière chose à dire pour nos auditrices aujourd'hui ? Un point important sur lequel j'aimerais m'attarder quelques secondes, c'est les violences qui sont faites sur les animaux. Il a été prouvé maintenant scientifiquement, avec les récurrences des cas, que les violences faites sur les animaux se reproduisent très souvent sur les enfants et sur les femmes. En fait, la défense des animaux non humains, c'est rien de plus, rien de moins qu'un humanisme étendu à tous les animaux non humains. Donc, par défaut, quand on est antispéciste, ça veut dire qu'on est aussi forcément humaniste. Et en fait, mon objectif, c'est d'essayer d'être un maillon de la chaîne de la libération animale, qui a commencé il y a déjà un moment, et je remercie toutes ces personnes hyper engagées dans la libération animale. Et moi, je souhaiterais rappeler qu'en 81, le 9 octobre exactement 81, Robert Badinter avait réussi à abolir la peine de mort pour les humains en France. Aujourd'hui, il est plus que temps d'abolir la peine de mort pour les animaux parce que notre degré de civilisation en 2025 nous oblige à le faire. Merci beaucoup, Sandra Krief. Merci Rose, merci Poule Sentimentale. La détermination de Sandra m'inspire. Elle nous montre qu'avec une volonté politique forte et en collaborant avec les associations locales, il est possible de changer les choses, de changer notre regard sur les autres animaux, de les considérer et de partager pacifiquement avec eux nos espaces de vie. Nous pouvons nous engager pour tous les animaux en rejoignant des associations, mais aussi, pourquoi pas, le Parti animaliste. Cet épisode vous a plu ? Alors partagez-le sur les réseaux, mettez des étoiles dans Apple Podcast ou Spotify ou des pouces sur YouTube et surtout laissez-moi vos avis et commentaires. À très vite!